Bonjour et bienvenue dans le Club RH, le podcast fait par et pour les professionnels des ressources humaines. Ici, nous décryptons les grands enjeux RH d'aujourd'hui et de demain, aux côtés de DRH et d'experts engagés. Je suis Sophie Plumer, ancienne responsable RH. J'œuvre aujourd'hui auprès des comités de direction pour faire évoluer les pratiques RH et managériales. Et je suis Delphine Cochet, fondatrice et directrice générale de Ma Bonne Fée. Ma Bonne Fée, c'est la solution RH qui accompagne les salariés dans tous leurs moments de vie, et notamment dans les situations de vulnérabilité, comme la parentalité, l'aidance, la santé mentale ou encore le handicap. Dans cette 3e saison du Club RH, nous avons choisi d'explorer un sujet essentiel, le care, cette notion anglo-saxonne qui évoque le soin, l'attention portée à l'autre. Pourquoi ce thème ? Parce que dans un monde du travail chahuté, parfois divisé, toujours plus exigeant, nous sommes convaincus que prendre soin des équipes est la clé pour bâtir des entreprises plus humaines, plus performantes et plus durables. À notre micro, vous entendrez des DRH et des acteurs du care en entreprise qui mettent en place des politiques RH innovantes. Ils partagent avec nous leurs enjeux, leurs pratiques, leur expérimentation et les leçons qu'ils en tirent. Ce podcast n'a évidemment pas vocation à donner des leçons, mais à inspirer, à vous offrir des clés concrètes pour agir et à vous ouvrir les coulisses des meilleures pratiques RH du moment. Nous explorerons à la fois des sujets d'actualité et des enjeux prospectifs pour vous aider à garder un temps d'avance. Place maintenant à notre conversation avec notre invité. Nous vous souhaitons une très bonne écoute de cet épisode du Club RH par Ma Bonne Fée. Et si vous souhaitez prolonger les discussions, rejoignez-nous sur clubrh.mabonnefée.com. C'est parti! Bonjour Ludovic. Bonjour Sophie. Bonjour Delphine. Bonjour à tous les deux. Bienvenue sur le Club RH. Merci pour l'accueil. Et bonjour Delphine. Ludovic, tu es DRH, tu es observateur du monde du travail avec un prisme qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, qui est la neurodiversité. On est dans la 3e saison du podcast Le Club RH, animé par Ma Bonne Fée. Et on s'intéresse particulièrement à la notion du care. Donc cette notion anglophone, ce mot anglophone derrière lequel on met la notion du soin, la notion de l'attention à l'autre. Et on avait envie aujourd'hui avec toi Ludovic d'aborder cette notion du care à travers ce prisme de la neurodiversité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et ravi d'être là avec vous pour échanger sur ce sujet passionnant. Du coup, moi j'ai une première question. Pour toi, la notion de care, qu'est-ce que c'est ? Le care, c'est effectivement de prendre soin. Pour moi, c'est l'essence même de toute notion d'inclusion ou de diversité. C'est permettre à chacun d'être, notamment dans l'entreprise, puisque c'est notre sujet, qui il est ou qui elle est, et de se sentir bien dans sa peau et bien dans son entreprise, respecté et reconnu. Alors maintenant que tu nous as donné ta définition du care, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la neurodiversité, qui est notre deuxième définition, notre deuxième notion du jour ? Alors la neurodiversité, il n'y a pas de définition, je dirais, officielle, donc la mienne, ou celle que j'entends le plus souvent, c'est toutes les formes de dissonance cognitive, ou de dissonance, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais en tout cas de façon de penser différemment, parce que notre cerveau fonctionne différemment. Je dis notre parce que bien évidemment, je suis concerné par le sujet. Donc on a un mode de fonctionnement neuronal différent. Bon, parfois, on va même employer le terme de divergent d'une norme. À peu près 80% de la population qui a un cerveau qui fonctionne d'une certaine manière, qu'on va donc appeler normale parce que la plus communément répandue. Et puis 20% de la population a un mode de fonctionnement un peu différent, parfois très différent, et ça va regrouper des formes qu'on va tout ce qu'on va appeler les troubles 10, dyscalculie, dysorthographie, etc. Le HPI, haut potentiel intellectuel, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, le trouble du spectre autistique, le TSA, et puis
Ça sont les formes, je dirais, les plus connues et les plus communément intégrées dans la neurodiversité. Et certains vont ajouter la bipolarité, le syndrome de Gilles de la Tourette. Voilà, il y a peut-être un peu moins de consensus, ou pas tout le temps. Mais en tout cas, ce sont systématiquement des formes de fonctionnement différents du cerveau, différents de la norme, au sens de ce qu'on observe le plus couramment dans la population. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer les difficultés que rencontrent des personnes neuroatypiques dans le monde de l'entreprise ? Du fait de ce mode de fonctionnement différent, on va avoir des besoins différents et des matérialisations de cette différence qui peuvent prendre, pour le coup, différentes formes. Par exemple, ce qu'on observe le plus souvent chez des personnes qui sont atteintes d'un trouble du spectre autistique, ça peut être une forme de relation à l'autre qui va être un petit peu plus compliquée, parce qu'ils auront des difficultés à filtrer ou à comprendre et à interpréter les émotions, par exemple. Ça peut être chez des HPI qu'on va avoir du mal à qualifier de trouble, parce qu'on se dit tout de suite un HPI, c'est « waouh, t'as le cerveau qui va plus vite », etc. Mais il y a des besoins qui vont avec, notamment un besoin d'alignement plus fort entre des valeurs, des injonctions de la direction et ce qu'on vit au quotidien. Donc ce besoin d'alignement va être matérialisé de façon plus sensible. On peut retrouver aussi chez les personnes atteintes d'un TDAH, justement souvent lié à cette hyperactivité, mais le besoin de beaucoup de projets en même temps, de besoin de s'investir sur une grande variété de projets ou de sujets, parce que le cerveau fuse dans tous les sens et c'est difficile du coup pour la partie TDA d'avoir un focus sur certains sujets, ce qui peut amener notamment dans la plupart de nos entreprises, ce qu'on observe, c'est qu'on est de plus en plus dans des open space. L'open space, pour quelqu'un qui a un TDA, c'est une source de distraction permanente. Donc un besoin de créer un cadre qui permette de se recentrer un peu plus. Toutes ces formes de neurodiversité vont, dans certains cas, peuvent ouvrir droit à une reconnaissance RQTH, donc reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. D'autres, pas du tout, ne sont même pas éligibles. Typiquement, le HPI, on ne va pas considérer qu'il y a un handicap, puisqu'on est censé avoir le cerveau qui va plus vite. Pour autant, typiquement, le TDAH peut donner lieu à une RQTH, le TSA peut donner lieu à une RQTH aussi, syndrome de Gilles de la Tourette également. Voilà. Dans certains cas, les troubles 10 peuvent donner lieu, souvent quand ils sont à des stades avancés, entendez-le, un peu plus lourds à gérer pour l'individu. Dans ces cas-là, peuvent donner lieu à une RQTH. Est-ce qu'il y a... Moi, un de mes sujets, évidemment, c'est aussi les risques psychosociaux. Est-ce que tu as pu identifier, ou d'expérience, voir qu'il y avait justement... alors, ma question est peut-être un peu orientée, parce que moi, j'ai une idée en la matière, mais peut-être des risques psychosociaux et des risques sur la partie santé mentale pour ces personnes, si elles sont dans un environnement qui ne convient pas, qui peut être plus à risque. Il y a un peu la réponse dans ta question, mais oui, pour le coup, totalement. Ces enjeux-là, comme on traite de cognition, évidemment, le plus gros risque se trouve surtout du côté de la santé psychologique. Et travailler dans un environnement, si je prends un HPI, travailler dans un environnement où il n'y a pas cet alignement peut donner lieu à des manifestations neurologiques et parfois même jusqu'au physique, qui peuvent être très fortes. Le ressenti de la personne neuroatypique va se traduire par un mal-être
Quand je dis mal-être, avec tout le champ du mal-être, jusqu'à des burn-out, jusqu'à des envies, alors à minima, et je dirais que ça se passe bien dans ces cas-là, de démission, mais parfois on va même pas jusqu'à la démission, il peut y avoir des risques de suicide, ou autre. Donc on a un scope effectivement très large de risques psychosociaux amplifiés du fait de cette neurodiversité qui demande effectivement, quand on est employeur, on a quand même au premier chef de nos obligations d'employeur la santé et la sécurité de nos collaborateurs. La santé mentale est une des santé, un des aspects de la santé qu'on se doit de prendre en compte. Et lorsqu'on a des salariés neuroatypiques, effectivement, on a un risque particulier à surveiller de ce point de vue-là. Donc, essayer de créer des conditions de travail qui vont mettre le collaborateur dans de meilleures dispositions, et j'ai envie de dire pour le bien aussi de l'entreprise, parce que ça veut dire qu'on va permettre à cette personne neuroatypique d'exploiter pleinement les particularités positives de la neurodiversité, parce qu'on l'a beaucoup pris là, on a démarré sous l'angle de ce que ça recouvre de gênant, mais c'est aussi un champ des potentiels qui est extraordinaire. Oui, en créant des bonnes conditions, on va pouvoir permettre aux neuroatypiques de l'exploiter pleinement, et c'est l'entreprise qui en retirera les bénéfices. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet, comment créer ces conditions, parce que la neurodiversité, c'est par essence divers. Tu l'as dit, ça va du trouble 10 jusqu'au trouble autistique, TDAH, etc. Comment, en tant que RH, on peut prendre en compte cette neurodiversité, le sujet de la neurodiversité, aussi divers soit-il, dans nos politiques RH, pour intégrer le plus possible ce sujet et les besoins des collaborateurs dans le quotidien de l'entreprise. Je pense qu'en tant que RH, la première chose, c'est de s'interroger sur sa politique de diversité et d'inclusion. Et que c'est un sujet qui, on en parlait en le préparant, qui mérite d'être pris globalement. Pas forcément chercher à avoir une politique systématique pour chaque sujet, parce qu'effectivement ça peut devenir un peu compliqué. Pour autant, en tant qu'RH, lorsqu'on se dit que 20% de la population est concernée, si on est plus que 5 dans l'entreprise, on commence à avoir une probabilité d'avoir un neuroatypique dans l'équipe. Et a fortiori, quand on est plusieurs dizaines, plusieurs centaines de collaborateurs dans l'entreprise, il y a de grandes chances, statistiquement, qu'on ait déjà des collaborateurs neuroatypiques présents. Donc en tant qu'RH, ça veut dire essayer d'être d'abord à l'écoute. Je crois que c'est la première des choses, et c'est évidemment valable pour toute autre forme de particularité qu'on aura dans l'entreprise, mais d'être à l'écoute des besoins. On n'a pas le droit, en France, comme dans beaucoup d'autres sujets, de faire de sondages spécifiques sur la neurodiversité, comme dans n'importe quel autre domaine. Donc on ne peut pas interroger ou demander s'il y a une RQTH associée. Comme j'ai dit tout à l'heure, certaines formes de neurodiversité ne donnent pas droit à une RQTH non plus. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé faire jusqu'à présent, chaque fois que j'en ai eu l'occasion, dans les entreprises où j'étais DRH, c'est de l'aborder sous l'angle des besoins particuliers. Et là, on a le droit de demander à nos collaborateurs quels sont vos besoins particuliers, que ce soit sous l'angle de sondage ou surtout sous l'angle d'un échange ad hominem, avec un collaborateur qui viendrait nous faire part de certaines difficultés qu'il peut rencontrer, d'explorer ce champ des besoins, de comprendre comment on pourrait les résoudre. Et comme on est aussi sur un domaine qui n'est pas ultra connu de chacun. J'ai beaucoup dans mon entourage des gens qui découvrent qu'ils sont neuroatypiques à 50, 60 ans. Et qui, lorsqu'ils découvrent ça, c'est une révélation. C'est, oh là là, mais c'est pour ça que j'avais autant de difficultés de tel ou tel ordre. Oui, parce que jusqu'à présent, on en entend beaucoup parler de cette neurodiversité ces dernières années, mais il y a 20 ans, c'était pas du tout diagnostiqué. Tout à fait. Et même aujourd'hui, on en parle beaucoup. Pour autant, c'est un peu obscur.
neurodiversité, on a quand même au fond de nous, collectivement, une envie d'être reconnu comme faisant partie de la communauté. Si on pointe du doigt une particularité qui aurait tendance à nous exclure, j'observe qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Non, mais moi, je veux surtout pas qu'on me mette une étiquette, je voudrais pas apparaître comme différent. » Donc, même si à titre individuel, on suspecte quelque chose, on n'a pas envie de pointer du doigt qu'on n'est pas comme les autres, par peur du rejet. Donc ça aussi, ça fait partie de ce champ que les équipes RH peuvent aborder. C'est, je vais rendre hommage à McDo, mais venez comme vous êtes, quoi, de dire, voilà, vous avez vos particularités. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous travaillez pour nous, et vraiment, parce que l'entreprise a un objet social qui est de créer de la valeur. Venez créer de la valeur avec nous, faites-nous profiter de vos talents, et notamment de vos talents particuliers. Et nous, en tant qu'employeur, on va faire en sorte de créer les conditions qui vont bien. Et pour créer les conditions, pour revenir à ta question, c'est être à l'écoute, comprendre qu'au travers de ces besoins, il y a des réponses souvent très simples, qu'on peut mettre en place. Je vais citer un exemple tout bête. Encore une fois, je suis le premier concerné. Moi, je travaille au bureau avec un casque qui m'isole. Je diffuse une musique qui me fait une espèce de bruit blanc. Alors c'est pas un vrai bruit blanc, mais j'ai des musiques spéciales que je choisis en fonction du type de concentration dont j'ai besoin. Le volume est très faible, mais ça m'isole de mon environnement et ça me permet de retrouver un focus et de dépoter sur mes sujets. C'est un truc tout bête. Autoriser un collaborateur à porter un casque pour travailler, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'un aménagement de poste particulier. Il n'y a pas besoin d'aller voir la MDPH pour avoir l'argent. Voilà, on est sur quelque chose d'extrêmement accessible à toutes les entreprises. De la même manière que si on a un collaborateur qui est atteint de certaines formes de diabète, l'autoriser à aller au WC pour se faire une injection d'insuline, c'est transparent pour l'organisation. Par contre, on est à l'écoute. Et je crois que c'est ça, la première des choses, la première approche qu'un RH peut mettre en place dans son organisation, c'est de créer la safe place. L'endroit où on va se sentir capable d'exprimer qui on est, quels sont nos besoins et d'être entendu. Après, certaines formes il y a certains postes, si on va un cran plus loin, certains postes vont être compliqué pour certaines formes de neurodiversité. Et là, il vaut mieux effectivement l'aborder assez tôt. Si on est sur des postes qui vont beaucoup exposer un collaborateur à des contacts extérieurs et qui n'est pas à l'aise avec l'interprétation des signaux émotionnels notamment, peut-être qu'on ne met pas cette personne dans les meilleures dispositions pour réussir. De la même manière qu'on devrait le faire pour n'importe qui finalement dans l'entreprise. Créer les conditions de l'épanouissement professionnel, c'est pas quelque chose qui doit être réservé aux neuroatypiques. Donc si on le fait bien pour tous les collaborateurs, juste entendre que certains ont un besoin un peu exacerbé sur certains sujets, on va répondre aux besoins de tout le monde. C'est un sacré défi d'avoir... je parlais de politique RH, qui va concerner tout le monde, une politique autour de l'écoute, autour du venez comme vous êtes. Est-ce que tu as des exemples peut-être précis, concrets, de la manière dont on peut faire ça à grande échelle, enfin, où j'entends à une échelle collective, parce que l'intention, elle est très noble, elle est très louable, mais ça veut dire aussi qu'elle est portée par chaque individu, et donc ça dépend aussi beaucoup de la capacité des individus, et notamment du collectif de management, à accepter l'autre tel qu'il est. Et on voit bien dans la société aujourd'hui que c'est quand même une grosse difficulté qu'on a. Ouais. Donc comment tu traduis ça en tant que TDRH, tu dis ok, quelles actions collectives je mets en place pour que mon entreprise elle soit une safe place. Est-ce que tu as quelques exemples ? La première action collective que je mène ou que je conseillerais de mener, c'est de travailler d'abord sur la culture d'entreprise.
prendre le sujet à la racine. Je crois fondamentalement que définir sa culture d'entreprise, c'est le cœur de tout ce qu'on va être capable de faire derrière en termes de principes de management, de comportements qui sont souhaités ou au contraire proscrits. On va pouvoir créer cette impulsion au travers de la culture. Et la culture, c'est un sujet qui se débat d'abord au quotidien. Donc ça veut dire commencer par s'assurer que la direction, qui va servir d'exemple à l'ensemble des collaborateurs, est alignée sur cette ambition de permettre à chacun d'être qui il est ou qui elle est. Venez comme vous êtes, voilà. Et ça commence vraiment par le quotidien. Dans certaines entreprises, on ne va pas se le cacher, on a un peu des clones. Hein, et donc, pour certains, ça va être un peu compliqué de se mettre devant leur propre biais de non-reconnaissance des particularités, finalement. J'ai rien contre les grandes écoles, j'en ai fait une, mais de se dire que dans l'ensemble de nos collaborateurs, et a fortiori quand on parle d'entreprises de plusieurs centaines, plusieurs milliers de collaborateurs, cette diversité est déjà là. Donc de l'aborder non seulement d'abord sous l'angle de la culture, et sous l'angle des richesses que ça amène à l'entreprise, justement de ne pas avoir une armée de clones qui vont tous faire exactement la même chose de la même manière. C'est le meilleur moyen de résoudre tous les challenges qu'on a en tant qu'entreprise. On parle depuis des années de ce monde VUCA dans lequel on est. Probablement que les neuroatypiques sont les plus à même de comprendre ce monde VUCA et de proposer des solutions un peu innovantes, y compris sous l'angle business, d'apporter des solutions qui sortent un petit peu de l'ordinaire, parce que finalement c'est ce qui nous caractérise aussi. Donc de le prendre par la tête de l'entreprise d'abord, et ensuite d'apporter l'outillage qui va permettre notamment à toute la grande catégorie des managers, du top management au premier niveau de management, management de proximité, de les aider à comprendre ce que c'est. Donc travailler la sensibilisation, expliquer, parce qu'on n'est pas tous nés avec un manuel, ok, la neurodiversité, c'est ça, et ça prend telle forme. Faut prendre le temps de l'expliquer. Et d'expliquer ce que ça revêt comme challenge individuel, donc le côté un peu négatif, et puis les bénéfices que l'entreprise et l'équipe va en retirer. Et donc d'accompagner lorsqu'on a... Donc sensibilisation, ça va concerner tout le monde, parce qu'on peut croiser un neuroatypique à la machine à café ou au self, et après, plus spécifiquement, les équipes où on a identifié avec l'assentiment bien entendu du collaborateur, qu'il y a au moins un collaborateur qui est concerné, travailler sur d'abord le binôme manager-manager, aider le manager à comprendre et le manager à s'exprimer, et de le faire non pas sous l'angle de « j'ai des besoins », voilà, point. Non, c'est aussi quels efforts. À titre individuel, je suis prêt à faire. Voilà. Il faut que ça soit équilibré. Et que ça s'intègre dans le collectif. Évidemment. Ça, c'est une des grosses dimensions, on en parlera peut-être. Et je dirais, j'y suis d'autant plus sensible qu'étant concerné, je suis toujours parti du principe que j'ai des droits, et j'ai aussi des devoirs. Et je dois faire en sorte, en tant que collaborateur, en tant que membre du collectif, de toujours faire un pas vers le collectif. Donc vers la normalité aussi. Et si je prends mon exemple, pour le coup, celui-là, j'ai besoin de citer personne, j'ai pris le temps systématiquement d'expliquer à mes collègues, à mes équipes, comment je fonctionne, ce qui va être apprécié, ce qui le sera moins, et surtout de bien rappeler que si je dérape, merci de me le dire. Voilà, et que c'est OK, et quel est le format que tu apprécies. Voilà. Et je ne dois pas déraper. C'est ma part vers le collectif que d'être aussi bienveillant vis-à-vis des autres. Et pour être bienveillant vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que c'est aussi à moi de m'adapter. Donc il ne faut pas que ce soit que dans un sens, et d'expliquer les règles du jeu. D'un point de vue, pour être concret, si tu acceptes de nous donner un exemple, quand tu dis « je ne dois pas déraper »,
C'est quoi un exemple de dérapage dans ton cas? Alors pour le coup, j'ai au moins, parce qu'on n'arrête pas de vouloir me rajouter des nouvelles étiquettes, mais j'ai au moins diagnostiqué le HPI et le TDAH, et ça fait que je peux aller très vite sur certains sujets. Je rappelle régulièrement que ça m'amène aussi très vite dans le mur. Je peux aller très vite sur des solutions hyper innovantes et tout le monde va dire waouh, super. Et puis d'autres, non, en fait, là, Ludovic, tais-toi. Voilà. Et où j'ai une mauvaise idée, il peut m'arriver de m'entêter. Donc là, voilà, je demande, rappelez-moi que là, non, traitez pas l'idée. Montrez-moi que là, je suis juste en train de m'entêter. Et je le sais. Et déjà, je commencerai par m'excuser. Parce que je sais que j'ai dérapé et je vais me recentrer et je vais faire en sorte de revenir aussi à de l'écoute. Voilà. Un autre exemple, ça peut être justement lié à mon TDAH, c'est le manque de concentration. J'ai organisé mon temps plutôt par séquences courtes. Je suis un grand fan de la technique Pomodoro, où j'ai des phases de concentration de 20-25 minutes et 5 minutes où je fais un petit break. Il m'arrive que parfois mon break dure un peu plus longtemps, parce que mon cerveau, on appelle ça la pensée en arborescence, mon cerveau part, et je rebondis dans ma tête tout seul, d'une idée sur une autre, et puis ça, si personne ne m'aide à ce moment-là, ça peut durer des heures. Donc là, voilà, pareil, venir me le dire, ça va, Ludovic, tu travailles ? Oui, pardon, ok. Et ça m'est arrivé. Enfin, là, je parle vraiment d'exemples hyper concrets du vécu. Ça m'est arrivé de me retrouver une fois, presque 1 heure, à être parti dans mes pensées et on savait plus que on avait l'impression que j'étais plus là, quoi. Et là, il y a quelqu'un qui, avec bienveillance, me dit ouh, on est là. Ah oui, oh, pardon. Un autre exemple que j'observe souvent, alors moi, ça fait longtemps que je me soigne, entre guillemets, sur le sujet, mais c'est de couper la parole. Et là, les TDAH, on est particulièrement sujet à ce type de dérapage. Là, pareil, c'est pas acceptable. Donc, il faut recadrer. Avec bienveillance, avec les bons mots, mais il faut recadrer. Merci. Tout à l'heure, donc dans les actions, tu as parlé de sensibilisation, à la fois côté management, mais pour tout le monde. Tu as parlé de besoins. Une des difficultés, enfin de besoins exprimés en tout cas par une personne concernée, une des difficultés, ça peut être que les personnes concernées n'ont pas forcément connaissance de leur fonctionnement. Comme tu disais, on peut découvrir à 50-60 ans, ça veut dire que sur le chemin, on peut avoir des besoins mais qu'on n'a pas identifiés. Est-ce que tu as eu des exemples d'actions que tu as menées pour accompagner des personnes à la fois dans ce cheminement, si elles en avaient besoin, et ensuite une fois que c'était mis en place. Et comment tu sensibilises ? Alors la chance que j'ai, c'est qu'effectivement, je suis déjà moi naturellement sensibilisé au sujet. Donc sans vouloir mettre tout le monde dans la catégorie de la neurodiversité, c'est quand même, enfin, je fais un parallèle, mais on voit souvent dans les magazines de psychologie, ah bah oui, mais alors mon enfant est hyperactif. Non, parfois il est juste chiant, et il faut le reconnaître, et tous les adultes ne sont pas non plus... ne font pas tous partie de la neurodiversité, mais en tout cas avec cette sensibilité-là, c'est vrai que j'ai un peu plus de facilité à aborder le sujet avec un collaborateur lorsque j'identifie qu'il y a des comportements que l'on a l'habitude d'associer à certaines formes de neurodiversité. Et dans ce cas-là, en tant que RH, ou en tant que manager si c'est dans mon équipe, mais plus souvent en tant que RH, je vais proposer un échange, dire que sous l'angle du feedback, et ça je sais que vous l'avez déjà abordé, mais c'est un outil hyper puissant, le feedback, rappeler que j'ai observé certains comportements, que je sais que ce sont des comportements qu'on associe souvent à telle forme de neurodiversité, explorer avec le collaborateur concerné si c'est quelque chose qu'il ou elle a déjà identifié, non, ah ok, est-ce que ça t'intéresse de peut-être explorer ce champ-là ? Oui, non. Donc là, ça fait tout son arbre de décision, bien entendu. Si c'est oui, c'est d'orienter vers la médecine du travail, vers la faculté, enfin les médecines, enfin la psychologie. Si c'est non,
d'inciter peut-être à explorer le sujet en off, parce que le non peut être je ne veux pas être stigmatisé, et c'est OK, bien entendu. OK, ben dans ce cas-là, peut-être pour toi, voilà, arriver avec quelques ressources de podcasts, de vidéos, YouTube, d'articles qui en parlent. Et ça m'est arrivé d'avoir des collaborateurs qui reviennent après souvent plusieurs semaines, dire tu sais, j'ai quand même regardé, je crois qu'en fait ça me parle bien. Donc voilà, là il y a une nouvelle discussion qui démarre sous l'angle de je ne sais pas forcément vers qui m'orienter. Est-ce que tu as des connaissances, des psys, des personnes qui connaissent vraiment le sujet et qui pourraient m'aider? Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu alléluia, quoi. Ça veut dire que la personne a envie d'abord d'explorer, de mieux se connaître. Moi, c'est toujours sous cet angle-là que je l'aborde. Si on se connaît bien, même pour soi-même, ça sera plus facile de savoir quels sont, de mieux explorer ses propres besoins, d'explorer les pistes que déjà à titre individuel, on peut mettre en place des petites stratégies, des petites tactiques qu'on peut mettre en place pour arriver à se sentir mieux. Et moi, je l'aborde toujours sous cet angle-là. C'est pour le bénéfice, et on parle du care, hein, du salarié. D'abord, c'est ça qui m'importe. Et souvent, d'ailleurs, le point de départ, c'est d'observer qu'un collaborateur est plutôt dans une posture de mal-être. Et s'il y a ce mal-être, moi, en tant que RH, avant même de se demander si je suis ou pas concerné, mais en tant que RH et en tant que représentant de l'entreprise qui a cette obligation de santé mentale, je ne veux pas le laisser passer. Après, je ne peux pas obliger. Bien entendu, je peux pas. Je suis pas habilité moi en tant que RH à poser un diagnostic. Je n'ai même pas la compétence à titre personnel pour le faire. Je vais suspecter des choses. Mon intérêt, mon angle d'approche à ce moment-là, c'est plutôt d'apporter une source de lumière sur un angle un petit peu sombre ou un peu plus obscur pour le collaborateur. Il prend ou il prend pas. Ça va le regarder. Évidemment, la décision lui appartient. Et quand la décision est oui, ok, alors soit je sais que je suis concerné, donc en général, c'est merci de l'avoir vu. Parfois avec un peu de gêne, sous l'angle de j'espérais que ça passe inaperçu. Bah oui, mais chasse le naturel, il revient au galop. Donc au contraire, si nous, on peut t'aider en tant qu'entreprise, en tant que collectif, à ce que tu te sentes mieux, dans ce cas-là, souvent, la meilleure des choses à faire, c'est que tu l'exprimes avec tes collègues, sous l'angle de expliquer ta particularité, qui n'est pas forcément connue par les autres, d'expliquer les besoins qui vont avec et comment on peut le résoudre. Voilà. C'est bien perçu, en général. En préparant l'épisode, et puis parce que je connais nos collaborations communes, tu nous as parlé notamment de questionnaires que tu as pu être amené à créer justement, qui avait, et tu vas nous en dire plus, plusieurs objectifs de sensibilisation, de détection, etc. À mettre en place aussi des accompagnements spécifiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bien sûr. Oui, il n'y a pas très longtemps du tout, on a travaillé ensemble, notamment avec Élodie, sur la définition justement d'un questionnaire qui évidemment coche les cases de ce qu'on a le droit de faire et pas faire. Et là, j'étais pas moi compétent, donc un grand merci à l'équipe Ma Bonne Fée, à Élodie en particulier, d'avoir aidé à tourner les questions pour qu'elles rentrent dans le champ de ce qu'on a le droit de faire, qu'elles soient les plus bienveillantes possibles vis-à-vis des collaborateurs. Et le résultat qui a été super, c'est justement les questions étaient tellement bien tournées, et notamment alors des exemples, si je vais en donner un, c'est êtes-vous diagnostiqué ou suspectez-vous d'avoir des besoins particuliers dans le domaine cognitif. Bon, là, c'est difficile de se faire, entre guillemets, rattraper par la patrouille. Cette question, elle est hyper légitime, parfaitement acceptable. Orientée autour des besoins, justement. Voilà, orientée autour des besoins. Et dans l'entreprise en question, on était une trentaine de collaborateurs. Il y en a un tiers qui avait répondu oui à cette question.
moi je le savais, en tant que RH très sensibilisé au sujet, on en avait presque fait un atout de l'entreprise, de permettre à des collaborateurs neuroatypiques de venir et de pouvoir se sentir dans cette safe place pour travailler. Pour autant, sur ceux que j'avais observés, il n'y en a que 2 qui m'avaient dit qu'ils l'étaient. Je ne savais pas je crois qu'on était 11 concernés par le sujet. Donc déjà, pour moi, ça a été une relative surprise de me dire, ah oui, tant que ça. Parce que là, pour le coup, on avait largement dépassé les 20% de la population. Et en retour à ça, justement, ce que j'ai proposé grâce à Ma Bonne Fée, c'est qu'on oriente peut-être certains accompagnements spécifiquement autour de la prise en compte individuelle et collective de ces besoins. Je dirais pas que les 11 avaient sollicité Ma Bonne Fée, mais je crois 7 ou 8. Évidemment, comme les stats sont... c'est que statistique. Moi, j'avais pas les noms. Je peux rassurer tous les auditeurs. La confidentialité est vraiment respectée. Et moi, j'avais trouvé super que justement les collaborateurs sachent que chez Ma Bonne Fée, on avait... cette dimension psychologique était prise en compte et qu'il y avait les bonnes personnes pour écouter ça. Et ça a donné lieu a posteriori à des échanges qui étaient vraiment construits autour des conditions de travail. Ce que nous, en tant qu'entreprise, on pouvait mettre en place, apporter comme solution pour que chacun se sente encore mieux qu'il ne l'était. Pour autant, dans l'équipe, on a eu une collaboratrice qui en a fait part, qui avait vraiment remercié l'entreprise. C'est moi qui ai été venu voir, mais je parlais bien au nom de l'entreprise, et qui est venue nous voir en disant « J'ai un vrai problème, c'est que je n'arrive pas à aborder le sujet avec mon équipe. » C'était, je ne vais pas stigmatiser parce qu'on n'était pas très nombreux, donc ça irait vite à identifier, mais j'ai eu une conversation avec le manager de cette équipe qui me dit oui, j'avais bien noté qu'il y avait des particularités avec cette collaboratrice-là, mais en fait j'ai un peu l'impression que toute mon équipe est concernée, donc je pensais qu'on avait fait ce qu'il fallait. Et en fait, le souci, c'est que son manager direct, donc entre les deux, moi j'avais parlé au CEO de l'équipe, pour pas les flaguer, et le manager intermédiaire, pour le coup, c'était probablement le plus neurotypique de l'équipe, et il comprenait pas que certaines des postures, certaines des blagues qu'il faisait pouvaient être blessantes pour cette personne-là. Donc on a eu à 2, enfin 3 du coup, une conversation avec lui, le CXO et moi et ce manager-là, pour lui faire comprendre que il y avait une personne dans son équipe qui avait des besoins plus particuliers. Ce qu'il a accepté, ce qu'il a reconnu, il a essayé de faire des efforts. Bon, malheureusement, la collaboratrice en question, ça faisait un peu trop longtemps que ça durait, et au final, elle a choisi de quitter l'entreprise, mais elle l'a pas quitté pour ça. Et voilà, la satisfaction qu'on pourrait avoir, c'est en partant, elle a dit, au moins, je vous remercie collectivement parce que vous avez su prendre en compte cette particularité-là, d'essayer de la traiter, et d'elle-même, elle a dit, c'est de ma faute si ça a été pris en compte trop tard, parce que je savais que je pouvais en parler, je ne l'ai pas fait. Parce qu'elle reconnaissait que l'entreprise était quand même globalement une safe place, elle était venue pour ça. On en avait parlé, moi j'avais fait pas mal de posts à l'époque sur LinkedIn, et ça faisait partie je dirais pas des critères, mais des choses qu'on mettait en avant pour dire si vous êtes neuroatypique, sachez que chez nous, en gros, vous devriez vous sentir bien. Voilà. Ce que je retiens de tout ce que tu dis et de tous les exemples que tu donnes, Ludovic, c'est que en tant que RH, au-delà de mettre en place des politiques et d'être garant de la santé et de la sécurité de nos collaborateurs, on a aussi, je ne sais pas si c'est un devoir, mais quand même un travail d'ouverture d'esprit, de connaissance de toute la diversité qu'on peut avoir en entreprise pour être capable de l'accueillir et peut-être de la détecter, ou en tout cas de savoir que ça peut exister. Même si on n'a pas
un dispositif spécifique pour la neurodiversité parce qu'on est pas à ce stade de maturité de politique RH, mais à minima, on sait que ça existe et on peut être capable de l'accueillir. C'est aussi beaucoup ce que je retiens de ce que tu donnes. Ouais. Oui, je pense, tu l'as très bien résumé. Juste de l'accueillir. L'accueillir au même titre que n'importe quelle autre forme de diversité, finalement. Ouais. Et alors, justement, quand on parle de plein de formes de diversité, la difficulté qu'on peut avoir en tant que RH, c'est de dire, bah oui, mais moi, je dois gérer des sujets de handicap, je dois gérer des sujets de parentalité, je dois gérer des sujets d'aidance, enfin, tous les sujets que vous traitez chez Ma Bonne Fée. Et je dois être au courant et je dois peut-être avoir des dispositifs pour et accompagner. Et ça peut faire beaucoup de choses à connaître, beaucoup de dispositifs à mettre en place, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Voilà. Et puis, beaucoup de choses à accueillir qu'on n'est parfois pas en mesure non plus d'accueillir, ou en tout cas, c'est difficile. Est-ce qu'il faut choisir ses combats quand on est RH pour accueillir toute la diversité de l'entreprise? Comment on fait face à ça? Peut-être c'est aussi une question que je pose à vous deux en tant qu'experts de la diversité. Je pense que oui, on doit choisir ses combats parce que bande passante, le temps est limité. expertise, argent, voilà. Il y a plein de raisons qui font que, quoi qu'il arrive, on sera toujours amené et obligé à choisir ses combats. Je pense qu'il y a un combat qu'on n'a pas le droit de lâcher, c'est celui de permettre à chacun d'être qui il est au travail. Et qu'à partir de là, on a plutôt intérêt à aller chercher des expertises externes. Former l'équipe RH me semble indispensable, mais pas à être un multi-expert de tous les sujets, c'est impossible. Plutôt de former à la sensibilisation, être capable de sensibiliser, d'être un relais de cette sensibilisation auprès des managers, auprès des collaborateurs, être capable d'orienter notamment vers une solution. On n'est pas là pour faire de la pub pour Ma Bonne Fée, mais un peu quand même. On est très objectif en fait, juste. On est hyper objectif. Mais moi, c'est vraiment ça qui m'a énormément plu. C'est pour ça aussi que j'ai choisi Ma Bonne Fée plus en face d'autres solutions. C'était l'approche globale, holistique, de se dire, on n'est pas là pour pointer tel sujet ou tel autre, mais plutôt de traiter de toutes les formes de vulnérabilité. Parce que finalement, la neurodiversité, surtout quand elle devient gênante, c'est une forme de vulnérabilité. Mais au même titre que les autres. Et d'avoir une solution qui permet de tout prendre en compte, c'est pour le RH le meilleur moyen de finalement pas avoir à choisir. C'est génial. Parce que, tout en traitant le sujet. Voilà. On va pouvoir tout aborder en disant, là, je t'invite à prendre ton app, à consulter, à regarder. Il y a plein de ressources déjà disponibles. Donc, on en parlait tout à l'heure, en termes d'éveil, de curiosité sur ces sujets-là, ça peut aider à dire « Ah ben, je suis pas tout seul, dis donc. » Ben non, t'es pas tout seul, on est 20% de la population, donc tu vas bien trouver déjà des réponses, il y a plein de choses déjà écrites. Et puis, quand tu veux passer le step d'après, avoir un appui, un expert, pour le coup, du sujet, avec qui tu vas pouvoir dialoguer en chat, en échange, en visio ou autre, et transférer sur des partenaires experts, dont Ma Bonne Fée, le vrai rôle d'expertise, qu'à aucun moment, en tant que RH, on n'est ni habilité, ni qualifié pour le faire. Voilà. Et pour compléter ce que tu dis, je dirais que, en fait, c'est comme s'il y avait un premier niveau que tu dis qui est général, sur lequel, et en particulier en ce moment, j'insiste, il ne faut pas lâcher, sur la diversité, l'inclusion et les sujets au global. Ça, c'est le premier niveau. Et effectivement, ça peut passer par se faire accompagner par des structures ou autres. Et en fait, ça, moi, je le vois pour nos clients, ce que ça apporte, c'est ensuite, on peut choisir ses combats parce qu'on a une visibilité sur ce qui se passe. C'est un peu comme quand tu as fait un questionnaire, quand tu interroges, quand tu sais, quand tu as de la data, en fait, que tu as de la mesure sur ce qui se passe pour tes collaborateurs. Derrière, tu es en capacité de choisir
urgences en tout cas, ou des priorités. Je le vois chez des clients où on avait par exemple beaucoup d'accompagnement de seniors sur des sujets retraite, intergénérationnels. Une des priorités dans la foulée avec toutes ces datas, c'était créer un guide de management intergénérationnel, sensibiliser les collaborateurs, aller refaire le point sur la formation de tout le monde. On en parlera certainement, on en parle dans un de nos épisodes. Mais voilà, je pense typiquement, c'est pareil sur les aidants. On s'est déjà déployé dans une structure où le déploiement au départ était plutôt axé parentalité. Et sur le chemin, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'aidants dans la structure où ils étaient à peine 100, alors que jamais les RH se seraient dit qu'ils avaient des aidants dans leurs équipes. Donc là aussi, ça a été, ce sujet est un sujet, comment est-ce qu'on l'adresse ? Est-ce qu'on réfléchit à des jours spécifiques ? Et après, on peut réfléchir à ces politiques internes, à ce qu'on va déployer, à de la sensibilisation, etc. On en vient à notre sujet du care, qui est pour prendre soin d'eux, il faut écouter et savoir ce dont les gens ont besoin, dont on prenne soin pour eux ou dont on les accompagne autour du soin, quoi. Et donc, ce que vous faites avec un audit, finalement, une forme d'audit, ça permet de se dire, OK, quelle est la priorité du soin à apporter ? Parce que même si on a beaucoup de parents, aujourd'hui, il y a aussi peut-être tellement d'aide et d'accompagnement autour de la parentalité que là où il y avait un vrai sujet de soins, c'était plus et là où il y avait un trou, c'était plus au niveau de l'aidance. Et ça, je vous invite à écouter le premier épisode. Bref, j'en viens aussi à une question, mais peut-être aussi pour vous deux. Qu'est-ce que ça apporte aux entreprises vraiment de s'intéresser à la neurodiversité ? Au-delà de tout ce qu'on a dit et que c'est 20% de la population, etc., c'est la neurodiversité, c'est une autre façon d'aborder les enjeux de l'entreprise, de la place de l'entreprise dans le monde, d'un projet, grâce à cette pensée qui est différente. Et cette pensée qui est différente, en amenant un autre regard, elle permet à ceux qui traitent un projet, par exemple, d'avoir une vision plus complète, de regarder un même sujet sous différents angles et avec des façons de penser différentes, on va trouver des réponses. Souvent peut-être un peu plus malines ou plus complètes, plus larges, parfois plus en profondeur. Parce qu'on va mettre des cerveaux qui sont justement pas des clones et qui auraient probablement, avec toute la bienveillance et l'intelligence de chacun, mais une façon de penser qui serait un peu trop semblable. Donc d'introduire de la neurodiversité dans des équipes, notamment projets, des équipes là où j'observe qu'il y a beaucoup de neurodiversité, ça va être dans les équipes product, dans les équipes de dev, tous ceux qui sont justement au cœur de réfléchir à la bonne façon d'aborder une solution ou de la mettre en œuvre via du dev, par exemple, dans les équipes tech. Bizarrement, on a des solutions qui sont plus complètes, qui répondent mieux à des enjeux des clients, qui vont peut-être être capables de prendre en compte davantage d'envies clients, de besoins clients, parce que justement, ils vont apporter ce regard, tiens, on n'a pas pensé à ça, parce que moi, typiquement, j'aurais ce besoin-là. Tiens, on peut regarder. Après, on va nourrir avec de la data et on va, et ça c'est le métier des products par exemple, product manager, product owner, etc., d'intégrer la data pour savoir jusqu'où on doit aller dans la prise en compte de tel sujet, mais parce qu'on a pu, ne serait-ce qu'évoquer un autre angle d'approche, on s'est donné l'opportunité d'aller plus loin avec les solutions qu'on propose en tant qu'entreprise. Donc là, je parle de choses qui sont éminemment business. On est, les neuroatypiques ne sont pas que des casse-pieds qu'il va falloir traiter. Ce sont des gens qui apportent des solutions originales et qui peuvent se traduire par des espèces sonnantes et trébuchantes pour la boîte ou une façon de se démarquer. En 2 mots, je dirais efficacité, performance. C'est vraiment l'objectif derrière, on ne va pas se mentir. C'est aussi, s'il faut parler en ROI,
comme on l'a dit tout au long de l'épisode, d'avoir à la fois des personnes qui sont au bon endroit, de la bonne manière, qui restent aussi, qu'on fidélise, qu'on attire. On parlait beaucoup de marque employeur, ça en fait partie. Voilà. Merci. Est-ce que pour conclure, Ludovic, tu aurais un conseil ou un dernier mot sur cette notion du care et aussi pour nourrir la réflexion de nos auditeurs RH qui nous écoutent? Oui. J'en aurais trop. On peut refaire 2-3 épisodes. Est-ce que vous avez encore une heure? Le care, j'ai envie de dire, tu m'as un peu enlevé le mot de la bouche, mais pour moi, c'est du ROI. J'ai la particularité d'être DRH et DAF. Et de ce fait-là, moi, j'adore évidemment tout transformer en euros à un moment. Et quand on est au comité de direction, on parle quand même surtout d'euros dans nos réunions de CODIR ou de COMEX. La neurodiversité et le care dans sa globalité, c'est du ROI pour l'entreprise. Parce que permettre à chacun de se sentir bien, c'est lui donner les moyens d'exploiter pleinement son potentiel. Qui va en retirer le bénéfice au-delà du collaborateur? C'est l'entreprise. Donc de le raisonner sous l'angle de obligation légale, santé mentale, oui. De le raisonner sous l'angle d'ambition sociale, ok. Mais si même ça vous convainc pas, raisonner sous l'angle au moins du ROI, et ça devrait convaincre tout le monde au CODIR de s'y intéresser. Et là, et on va conclure cette question difficile, c'est comment tu mesures un ROI? Est-ce que tu as déjà été amené à mettre en chiffres quand même, ou en indicateur? Parce que je sais que c'est une des difficultés de mes clients. Mes clients, c'est des RH qui doivent aller convaincre leur direction générale de l'intérêt, et souvent ils essayent par l'angle ROI, mais on peut... Enfin, comment toi tu vois les choses? Alors, c'est la question piège pour finir. Merci beaucoup Delphine, c'est super sympa. En termes de ROI autour de la neurodiversité et du care, moi j'y mettrais tout ce que l'entreprise a pu réaliser qu'elle n'aurait pas fait si elle ne s'était pas intéressée au care, si elle n'avait pas permis à chacun de se sentir bien. Et donc, un KPI qui me semble assez facile à piloter, parce qu'on le pilote déjà dans nos organisations, en particulier RH, c'est la rétention des collaborateurs. Et si on arrive, grâce à des questionnaires bien faits, à se dire, si j'ai réussi à retenir mes collaborateurs neuroatypiques, quels sont ceux qui nous ont permis de trouver des solutions qu'on n'aurait pas trouvées cette année, par exemple. Les nouveaux projets qu'on a été capable de faire grâce à cette diversité au sens large. Ça, c'est un KPI qui est assez facile à mesurer. Juste la rétention, le turnover. On peut égrener tous les KPI classiques de la fonction RH, mais la rétention en particulier de profils un peu différents qui se traduit par des projets qu'on a menés et qui ne seraient pas sortis sans ça. De l'innovation et l'efficacité et de la rétention, et j'imagine aussi du recrutement, de l'attractivité aussi, parce qu'à un moment donné, quand on retient les talents, ils savent aussi parler, ils sont aussi attachés à l'entreprise, et donc peut-être bon promoteur de la marque employeur. Et j'en ai un autre qui va être, tu l'as dit au tout début, c'est les RPS, donc les risques psychosociaux. Observer la baisse des cas de RPS dans l'entreprise. Généralement, on va observer que plus on développe une politique de care, plus on fait baisser les cas de RPS dans l'entreprise. Et l'absentéisme, même courte durée, perlé, etc. Ouais. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour cette riche conversation. Merci à toi, Ludovic. Merci à vous deux. Sophie. À très bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cette conversation a alimenté votre vision et votre plan d'action pour porter des actions de care dans votre organisation. Si vous souhaitez prolonger la discussion et découvrir les services de Ma Bonne Fée, rejoignez-nous sur clubrh.mabonnefée.com.
Et une dernière chose avant de vous quitter, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être tenu au courant des prochains épisodes du Club RH. À bientôt!